Une conférence qui a attiré l'attention de notre rédaction, c'est celle que va donner Stéphane Juffa le 28 novembre prochain à l'Espace Rachis à Paris. Une conférence qui va porter sur les enjeux sécuritaires du Moyen-Orient, où on va parler d'Israël et évidemment de l'Iran, du Liban, de la Syrie, mais aussi des conséquences de la guerre en Ukraine. On va donc en parler avec Stéphane Juffa, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Stéphane. Michael, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Cannes en français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, et par ailleurs, évidemment, analyste stratégique, une voix qu'on connaît bien sur Cannes en français. Alors, sans nous dévoiler tout le contenu de la conférence, dites-nous les grandes lignes de ces sujets que vous allez aborder, et ils sont nombreux. Oui, il se passe des tas de choses critiques dans notre région. Des bonnes choses et des choses qui sont moins bonnes et d'autres carrément inquiétantes. Alors les bonnes choses, c'est ce traité de délimitation des frontières maritimes avec le Liban. Mmh. Et en fait, à Paris, lundi 28, j'expliquerai pourquoi ce traité équivaut quasiment à un accord de paix. Alors les Libanais, vous l'avez souvent dit dans les informations, surtout la présidence et les politiciens libanais nient ce fait et disent que l'état de guerre se prolonge entre le Liban et Israël, mais c'est pas du tout ça. Dans des prévisions à 5 ans, voire 7 ou 10 ans, eh ben nous sommes absolument convaincus à la MENA, et vous savez, quand on est convaincu de quelque chose, d'habitude ça arrive, eh bien, en toute modestie bien entendu, et on pense que grâce à cet accord, les intérêts impliqués, les intérêts financiers impliqués, C'est ça, d'autres, surtout la crise économique au Liban. ben oui, c'est le bout du tunnel pour Mmh. eux. Donc ils n'ont rien à manger, puis ils ont surtout quelques heures d'électricité par jour. Et on va quand même révéler en secret à nos auditeurs de Cannes en français parce qu'on les aime beaucoup, mais aujourd'hui, la plupart de l'électricité qu'il y a au Liban, elle vient d'Israël. Oui. Oui. Vous le saviez, Yael? On avait entendu ça notamment de votre part à l'époque. D'accord. Le peuple libanais qui est le premier otage du Hezbollah. Bien sûr, du Hezbollah et des Iraniens. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques mois, le gaz, il vient donc des plateformes qu'il y a dans la Méditerranée. Il est transféré aux Égyptiens. Une partie, on le revend, et une autre partie, ils le transfèrent eux-mêmes à la Jordanie. Ça remonte, ça traverse la Syrie, et ça arrive vers Alep, dans le nord du Liban, et c'est comme ça que les Libanais aujourd'hui ont de l'électricité. Alors ils prétendent qu'ils ne savent pas exactement d'où vient le gaz, qui viendrait de leurs frères égyptiens, mais comme les frères égyptiens, ils n'en ont pas assez pour eux-mêmes, et ils nous en C'est achètent. ça. Oui, c'est quand même un jeu de dupes qu'on a l'habitude avec eux. Donc, c'est le bon côté. Alors, je garantis pas, si jamais éclatait un conflit généralisé entre Israël et l'Iran, que ça ne se gâterait pas et que l'Iran ne demanderait pas au Hezbollah d'ouvrir un nouveau front avec Israël, mais c'est extrêmement peu probable. Et ça, c'est pour le Liban. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Mais c'est très optimiste. Évidemment, on a évidemment envie de vous croire, mais en quoi alors évidemment, j'imagine que vous allez développer ça pendant la conférence elle-même, mais en quoi est-ce que cet accord frontalier peut nous amener à un prochain accord de paix avec le Liban ? Est-ce qu'on passe à la question suivante? Alors la question suivante. Bon, je comprends tout à fait. On va laisser, on va dire, l'envie à nos auditeurs de se diriger vers l'espace Rachis le 28 novembre prochain. Alors la Syrie, c'est encore une autre paire de manches, toujours avec évidemment ces frappes israéliennes attribuées à Israël en Syrie, en sol syrien contre les bases iraniennes du Hezbollah. Un accord ? Désaccord, Désaccord. mais nettement moins optimiste. Désaccord sous la contrainte. On commence chronologiquement par le fait que les Russes ont repris leurs forces et leurs missiles, qui ne fonctionnent d'ailleurs pas du tout. Et ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps qu'on en parle ensemble sur cette antenne, les fameux S-400 qui vendaient à des clients un petit peu naïfs à 9 milliards de dollars.
Et nous, ça fait depuis longtemps qu'on sait qu'ils servent absolument à rien avec les bonnes contre-mesures comme on en a dans les avions israéliens. Ça sert à rien, ils sont incapables d'abattre des avions. Mais de toute façon, ils les ont repris, les S-400, les S-300, les Pantsir, et ils les ont déplacés en Ukraine pour qu'ils servent à rien cette fois-ci en Ukraine. Mais donc, ces batteries de missiles ne sont plus là. Les soldats ne sont plus là, à part un petit groupe qui reste. Et puis les avions, les 4/5e des avions russes, qui étaient surtout basés dans la province de Latakia en Syrie, au bord de la mer, ils sont partis aussi. Et le conseil de Poutine à son protégé, Bachar al-Assad, c'était de ne pas faire le malin. Quand on n'a rien pour se protéger, et ça, il faut que les auditeurs le comprennent bien. Aujourd'hui, la Syrie n'a absolument aucun moyen de défense pour se protéger des raids israéliens. C'est-à-dire qu'on fait dans le ciel syrien absolument ce que nous avons envie, et partant, ils n'ont aucun moyen offensif. Donc on n'a strictement rien à craindre de la Syrie. Je dirais presque qu'on a plus à craindre du Hezbollah, qui est une milice terroriste au Liban, que d'une armée qui était autrefois puissante et effrayante en Syrie. Alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a dit, mais on a vraiment dit cette fois, c'est une chose qu'on a annoncée au mois de septembre, les Israéliens ont envoyé un émissaire à Bachar el-Assad, lui disant, écoutez, soit vous faites cesser la contrebande d'armes à destination des gardiens de la révolution khoméniste, donc les soldats iraniens en Syrie, ainsi qu'au Hezbollah au Liban, soit on va détruire vos aéroports, puis si vous ne comprenez pas, on va toucher à votre infrastructure. Et là, il y a une sorte de mauvaise compréhension stratégique de la part de Bachar al-Assad. On sait que les Russes lui ont dit de cesser cette contrebande d'armes iraniennes parce que ça allait mal se passer pour lui. Mais il y a une question d'amour-propre, une question de mauvais calcul. C'est ça, il y a toujours un peu d'ego quelque part, toujours un petit peu de personnel là où ça ne devrait pas être personnel. On voit que vous connaissez les hommes, Yael. Les hommes, les politiciens, les dirigeants du monde, c'est pas forcément que masculin. Dans notre région, il y a peu de dirigeants femmes. Et puis quand c'est à la fois des dirigeants, à la fois des hommes, à la fois des guerriers, ça commence à devenir problématique. Donc il a essayé de nous cacher les choses, de faire parvenir ces armes qui venaient d'Iran sur des terrains d'aviation secondaires peu connus. Mais même nous ici à la MENA qui avons des systèmes pour nous connecter au radar aéronautique, on voit les avions cargo arriver d'Iran en Syrie. Donc si une agence de presse à Metula est capable de voir ça, vous imaginez qu'à Tsahal et au Khel Avir, l'aviation israélienne, on le voit aussi. Bien sûr. Donc on a frappé très fort fin du mois de septembre pour lui donner un dernier avertissement. Ça a sûrement été, on n'est pas dans le palais d'Assad, mais ça a sûrement été accompagné d'un deuxième et dernier avertissement. Et puis là, ce week-end, il a tenté une autre chose avec ses alliés iraniens, c'est qu'il a tenté de faire parvenir des avions cargo sur l'aéroport contrôlé par les Russes à Latakia, l'aéroport de Khmeimim, dans le genre... Nous, on n'y est pour rien, c'est un arrangement entre les Russes et les Iraniens. Messieurs les Israéliens, vous n'avez pas de raison de me taper dessus. Sauf que, Yael, ces armes, elles ont bien atterri sur l'aéroport de Khmeimim, mais après, il y a à peu près 80 kilomètres de route entre l'aéroport de Khmeimim et la frontière libanaise, et sans l'accord de Bachar al-Assad, et sans sa protection de ces cargaisons, elles n'auraient pas pris la direction du Liban. Alors là, on était très fâchés. Et les Russes pensaient aussi qu'on n'allait pas oser lancer nos avions et nos missiles dans le périmètre même de leur plus grande base aérienne en dehors de Russie. Oui. Eh ben, ils se sont trompés. Et on a envoyé nos avions et on a frappé trois zones. On a frappé très fort ce week-end. Et on a frappé de plein jour le Shabbat à 6h30 du matin. Donc on a un peu brouillé les cartes.
Et voilà. Et cette fois, on peut dire que on va pas se contenter d'avertir Bachar al-Assad. On va continuer à le frapper. On va détruire ces ateliers de confection d'armes précises et d'armes de destruction massive qui sont entre les mains des Iraniens. On va détruire les aéroports s'ils les utilisent à mauvais escient. C'est ça, on a l'impression que le temps des avertissements est révolu. Hein. Bah oui, c'est comme tout dans la vie. C'est-à-dire que on avertit, puis quand la partie adverse et qui n'a pas les moyens de sa politique n'écoute pas et essaye de ne pas jouer le jeu et de pas respecter sa parole, il n'y a pas d'autre moyen que de lui montrer ce qu'on veut. Alors, l'Iran, selon vous, est arrivé à un point de non-retour. Ouais, déjà il y a un moment, déjà au début de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire le point de non-retour? Ça veut pas dire qu'ils ont une bombe atomique, ça veut dire qu'ils ont suffisamment d'uranium enrichi en degré militaire, qu'ils ont une technologie suffisante pour fabriquer des bombes atomiques. Et là, on peut pas les ramener en arrière, on peut pas les ramener à un moment où ils oublieraient comment on enrichit de l'uranium ou comment on fabrique des armes. Donc c'est ça, la machine est enclenchée depuis trop longtemps pour qu'on puisse aujourd'hui essayer de ralentir quoi que ce soit. Est-ce que c'est aussi pour ça que les grandes puissances auraient pris conscience et que l'accord du nucléaire iranien est sensiblement au point mort? Il est au point mort parce que, en fait, les Iraniens sont pas au bout de leur peine. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire une bombe atomique, mais ils ont des problèmes dans ce qui s'appelle la weaponization. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'uranium enrichi suffisamment pour faire une bombe atomique, c'est toujours pas une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est en cylindre, c'est une arme avec des déclencheurs très compliqués, etc. C'est pas hors de portée, mais il faut la faire. Et ils n'ont pas encore réussi à la faire. Et une fois qu'ils l'auront faite, ils devront la tester. Si je traduis l'anglicisme que vous venez d'utiliser, vous voulez dire l'armement? Non, c'est ça de transformer une technologie en arme. Oui. Et puis il n'y a pas d'équivalent en français. On en a cherché partout. Des confrères, des militaires, on en cherchait. Non, c'est pour essayer de comprendre le terme lui-même. Je répète. Ils ont la technologie, ils ont l'uranium enrichi, mais ça fait pas un fusil, encore moins une bombe atomique. Il faut la faire, la bombe atomique, avec des tas de dispositifs, de systèmes. Ils en sont là. Ils n'ont pas ça. Et la transformation d'une technologie en arme, ça s'appelle la weaponization, du mot weapon, qui veut dire arme en anglais. Et ils ont besoin d'encore quelques mois. Et pour gagner ces quelques mois, ils ont joué, si vous me permettez le mot, les andouilles pendant les négociations à Vienne avec les Américains, en cherchant à chaque fois des prétextes pour ne pas aller de l'avant et pour ne pas arriver en accord. Et puis les Américains, les Européens sont certes un petit peu naïfs, mais pas à ce point. Non, ça reste des diplomates professionnels, puis derrière les diplomates professionnels, il y a des généraux professionnels, des stratèges professionnels. Et à la fin, il y a des politiciens. Oui, souvent ils ont du mal à comprendre, ils n'ont pas très envie de comprendre, parce que c'est toujours une mauvaise nouvelle à transmettre à ses électeurs de dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a entrepris de faire, mais là il n'y avait pas d'autre issue. Et au bout d'un moment, les Américains ont dit si c'est comme ça, on n'affirme pas qu'on va pas faire d'accord avec l'Iran, mais on dit qu'on est plus pressé maintenant. C'est aux Iraniens de décider. Soit ils sont sérieux et ils veulent abandonner leur projet de bombe atomique, soit on va pas continuer à se laisser compter florette à Vienne et puis à aider les Iraniens à perdre du temps. Alors voilà où on en est. Avec beaucoup de tension, parce qu'entre-temps, ils continuent à développer leur bombe atomique, ils vont très vite, ils investissent tout l'argent du pays, c'est pour ça aussi qu'il y a de grosses manifestations, donc les pharmacies sont vides de médicaments, les épiceries quasiment aussi, il y a une crise économique monstrueuse, et c'est tout pour avoir les fonds nécessaires pour développer cette arme atomique. Et nous, bien sûr, ici, on a des divergences avec nos amis américains.
on n'a pas un œil, mais les deux qui sont fixés sur ce programme nucléaire, donc sur cette weaponization et également sur les fusées qu'il faut pour transformer les bombes atomiques. Et si ça continue, et si ça s'approche vraiment de la bombe atomique, on a l'expérience suffisante, vous et moi et d'autres journalistes et analystes, juste avant que cela arrive, Israël frappera, et comme en Syrie, parce que c'est les mêmes armes et les mêmes armées qui nous font face, eh bien, on neutralisera cette menace sans plus se préoccuper de l'opinion des Américains et des Européens. Alors là, il y a une information, et puis je la donne, je ne sais pas si c'est en exclusivité ou c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, mais elle est très importante. On dit depuis des années qu'Israël est un petit peu mieux loti parce que contre les missiles balistiques, donc les porteurs de bombes atomiques iraniennes, parce que nous avons le fameux Chetz, le arrow en anglais et la flèche en français. Et qu'est-ce que le Chetz? Le Chetz, c'est un missile antimissile balistique qui peut intercepter tous les missiles iraniens chargés de bombes atomiques et les empêcher d'atteindre Israël. Donc nous avons cette arme qui nous permet de nous défendre. C'est une arme extraordinaire, quasiment de science-fiction. Si je vous donne les vitesses de plusieurs kilomètres à la seconde, à la fois du missile iranien et du missile intercepteur, c'est une dextérité technologique extraordinaire, le fait de pouvoir calculer un rendez-vous et de ne pas louper ce rendez-vous et de pouvoir détruire ce missile. Mais on a toujours dit à nos amis européens, faites attention, notamment dans les colonnes de la MENA, nous avons une protection et vous n'en avez pas. C'est-à-dire qu'on apparaît comme le principal ennemi des Iraniens. Les Iraniens nous menacent de nous éradiquer matin et soir. Mais en fait, on n'y croit pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens de nous éradiquer. Puis si jamais ils y parvenaient, ils solutionneraient également le problème palestinien parce qu'on ne peut pas jeter une bombe atomique sur Tel Aviv et puis sauvegarder la Cisjordanie et Gaza. Ça, c'est pas possible. Nous, ici, on a toujours dit à Metuac que c'était un prétexte. Et puis leur intention réelle, c'est de se doter de la bombe atomique pour faire peser une menace permanente sur l'Europe. Et puis, on s'est dit que les Européens avaient du mal, qu'ils étaient lents à la détente et qu'ils prenaient des risques extraordinaires. Et bien, on a appris la semaine dernière que 14 pays européens se sont syndiqués derrière l'Allemagne et qu'il y a quasiment un accord, non pas quasiment, il y a un accord qui est prêt entre l'Allemagne et Israël pour qu'Israël leur fournisse enfin cette protection, enfin vende aux pays européens le Chetz. Donc l'accord se ferait avec l'Allemagne et l'Allemagne s'occuperait de doter du Chetz 14 pays européens. Et ça changerait évidemment toute la donne, en tout cas pour les Européens. Et cet accord, il dépend d'une chose, Yael, il dépend de l'accord des Américains, parce que comme ce sont les Américains qui ont financé une grande partie du développement du Chetz, ils ont le droit de refuser, le droit en tout cas théorique, de refuser une transaction entre Israël et un client potentiel. Ils l'ont déjà fait quand on a voulu vendre le Chetz à la Corée du Sud. Là, on voit vraiment pas la raison pour laquelle ils empêcheraient l'Europe de se défendre contre la menace iranienne. Donc on attend ces jours ou ces semaines, on attend le hockey américain et ce sera alors largement la plus grosse transaction jamais réalisée en Israël. On parle d'une base de transaction, le début de la transaction de 4 milliards de dollars et c'est pratiquement fait, on attend juste le feu vert américain. Stéphane, avec les quelques instants qui nous restent, un dernier mot sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour Israël ? Oui, alors il faut que je fasse attention. Je ne veux pas dévoiler. À part ça, pour ceux qui ne pourront pas aller à Paris, ce sera dommage parce que ça va être passionnant comme toutes ces rencontres. Et puis, on va dialoguer avec le public. Mais c'est ça va être un échange de questions, de réponses.
Ouais, je les surprends toujours. Au bout d'un moment, c'est moi qui leur pose des questions. Puis là, ils se rendent compte que c'est facile de jeter des avis sur Facebook. C'est moins de réfléchir à plusieurs mouvements à l'avance. Un demi-mot quand même sur ouais, vraiment demi-mot. un demi-mot. Oui. Ouais, un demi-mot. La question, c'est que les Ukrainiens, ce sont nos amis. On a les armes qu'il faut pour les aider à battre les Russes, à sauvegarder des vies ukrainiennes, tant civiles que militaires. Et puis on leur livre pas ces armes. Ça va du Khetz aussi jusqu'à des missiles genre dôme de fer et des avions. On pourrait leur livrer par exemple des Kfir. On a un missile extraordinaire qui s'appelle le Tammuz, qui est meilleur que tout ce qu'ils ont touché de la part des Européens et des Américains. Et puis on les aime beaucoup. On les aime beaucoup déjà du simple fait que Volodymyr Zelensky est un des nôtres. Il fait partie du peuple hébreu, et c'est un brave type, et c'est un démocrate, et il est courageux, etc. Et si on ne le fait pas, eh bien, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on craint une réaction russe. Mais on ne craint pas une réaction militaire russe, parce que les Russes ne sont pas capables aujourd'hui de se confronter aux Israéliens. On craint une autre réaction, et cette réaction, je la dirai d'abord le 28, le 28 à Paris. Et je vous promets, Yael, que dès que je reviens, on va faire deux choses. D'abord, on prend rendez-vous sur cette antenne si vous êtes d'accord. Ah, mais toujours et avec grand plaisir. Et puis l'autre chose, c'est que on donnera aussi l'adresse à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à nos lecteurs pour qu'ils puissent voir la conférence. La conférence sera filmée par la télévision et ils pourront, tout le monde pourra la regarder, ceux qui n'étaient pas à Paris, la regarder en différé, je pense, d'une semaine ou de 15 jours. Et puis là, ils auront la réponse à cette énigme. Et ça, c'est déjà une très, très, très bonne nouvelle. Je vais rappeler avant de nous quitter les informations sur la conférence pour ceux qui auront encore la chance de trouver des places. On parle donc du lundi 28 novembre prochain à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, dans le 5e arrondissement. C'est une conférence, il faut le dire, qui est organisée en collaboration donc avec la Metula News Agency, la MENA, le FSJU et nos chers confrères de Radio J. Stéphane Juffa, le rédacteur en chef de la MENA, merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt sur les ondes de Canon français. C'est toujours un plaisir, puis on a quand même dit pas mal de choses, on a dit de choses qu'on en a cachées ce soir. Ça, c'est déjà vrai. À bientôt Stéphane. À tous une très belle soirée.